footballeur professionnel à recruter en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Bienvenue Stéphane, merci. Salut Jess, merci pour l'invite. Merci à toi d'avoir accepté, merci de prendre le temps pour cette interview hors norme. On va parler de toi, de ta vie, de ton parcours personnel, professionnel. Mais avant de rentrer un peu plus dans le détail, aujourd'hui tu es entrepreneur, tu es le fondateur de la société Surface. Qu'est-ce que Surface ? Alors Surface, c'est tout un univers qui gravite autour du monde du coaching. Ouais. Donc on a différents axes. Le principal, c'est ce qu'on appelle maintenant des studios de coaching. C'est on va dire des petites salles de sport de 150 mètres carrés, 200 mètres carrés maximum, où en fait tout est conçu pour que le client passe un très très bon moment. En gros, les clients ne peuvent pas venir s'entraîner tout seuls dans les salles de sport Surface. Ils sont obligatoirement accompagnés par un coach, diplômé ou en cours de validation du diplôme. Donc, du coup, des salles en propre, des salles en franchise, parce qu'on a développé aussi la franchise de la marque. Une école, du coup, pour devenir coach sportif. Donc, une école d'État. Donc, c'est-à-dire qu'on remet un diplôme d'État qui s'appelle le BPGEPS. Génial. Et après, d'autres activités toujours autour du monde du coaching, comme par exemple d'installer des salles de sport dans des copropriétés sur Paris, de leur installer des salles de sport avec la mise en place d'un coach qui vient aussi 1-2 fois par semaine. Donc voilà, donc vraiment tout un univers autour du sport, mais surtout, plus précisément, du coaching sportif. D'accord, avec un positionnement plutôt haut de gamme pour Surface. Oui, un positionnement plutôt haut de gamme. On est dans des très beaux quartiers parisiens ou même sur la Côte d'Azur, dans des très beaux quartiers. Donc après, oui, c'est sûr que c'est plutôt cette population qui recherche ce genre de service. Donc voilà, nos clients, c'est plutôt une CSP+. En quelques chiffres, Surface, c'est combien de franchises aujourd'hui Enfin, voilà, si je veux trouver une salle Surface. Écoute, aujourd'hui, donc Surface, c'est 10 salles en France. Donc du coup, maintenant, comme je te disais, on est un réseau, un petit réseau, hein, mais un réseau national. Donc 10 salles en France, 3 en cours de signature, avec, voilà, j'espère atteindre les 20-25 à 2 ans. Voilà, c'est un premier objectif. Ok. Donc aujourd'hui entrepreneur, on se connaît un peu. Je sais aussi que tu as eu d'autres, en tout cas un autre métier avant tout ça. Mais tu viens d'où ? T'es né où ? T'es entrepreneur aujourd'hui ? T'es issu d'une famille d'entrepreneurs ou pas du tout ? Eh bien oui, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Donc je suis parisien, né à Paris. Je suis parti très jeune de Paris, du coup, pour te retrouver en centre de formation, parce qu'on était formés ensemble. Oui, on était. Alors, on va préciser, effectivement, on s'est connus. On parle de sport, mais de football, parce qu'on va parler aussi de ta carrière de footballeur professionnel. Donc, tu quittes Paris pour Niort, du coup. Alors, je quitte Paris pour Niort, et je quitte Paris. Aujourd'hui, j'ai plus de mal à en parler. Je perds mon papa quand j'avais 12 ans. Donc mon papa qui était un entrepreneur, parce que mon père c'était un ancien champion de moto, qui a ouvert des auto-écoles sur Paris derrière, qui avait 3 auto-écoles sur Paris. Et du coup j'ai 12 ans, je perds mon père, et j'avais besoin de partir de Paris pour peut-être fuir un petit peu cette douleur, et j'arrive à Niort. Donc voilà, 12 ans. Et ta mère fait quoi ? Enfin, elle est de quelle profession ? Et ma mère travaillait avec mon père, donc elle était entrepreneur, voilà, elle suivait mon père dans l'aventure. Mais en tout cas, oui, mes origines sont vraiment d'un papa qui était entrepreneur et qui avait plusieurs auto-écoles sur Paris. Et quand il part, du coup, ta mère poursuit le projet entrepreneurial de ton père ? Ma mère le poursuit, je crois, 2-3 ans, et après, elle s'est rendue compte que c'était difficile. Donc du coup, après, elle a tout arrêté. D'accord, pour faire quoi ? Complètement l'opposé. Après, elle est partie dans le milieu médical, d'avoir
voilà, un salaire, un CDI, d'être tranquille, de pouvoir dormir sur ses deux oreilles et voilà, aller rester sur Paris avec mon petit frère, de s'occuper de lui et voilà, de s'occuper aussi de moi à distance, même si voilà, moi je suis parti. Mais alors, du coup, ton père, pas forcément. Enfin, il était passionné par le foot ou Pas du tout, pas du tout? pas du Ok. tout. Et c'est pour ça, on en parlera peut-être après, c'est pour ça que moi j'ai commencé le foot très tard. J'ai commencé le foot à Ok. 10-11 ans. Ah ouais, Parce qu'avant, je faisais d'accord. que de la moto. Donc avant, moi, ma passion et ma Ah mais pratique attends, sportive, c'était tous les week-ends, je faisais de la moto avec mon père et c'était quelque chose d'incroyable, quoi. pourtant on a vécu ensemble, mais je ne savais pas ça Eh de, ben, de tu vois. toi. Ah ouais, d'accord, mais c'est fou, hein. Donc c'est hyper intéressant justement parce qu'on parle d'environnement où effectivement tu n'avais pas forcément des repères, en tout cas alors, repères peut-être dans le sport, mais pas forcément celui du football. Euh, mais tu étais dans quel club du coup à 10-12 ans? Et alors, je jouais dans un tout petit club dans ma ville, à Fontenay-aux-Roses, dans le 92. Ouais, Je fais, je crois, une seule saison. Donc, en moins de 10 ou moins de 11, je sais plus comment c'était les catégories à l'époque. ouais, Une saison, je suis repéré tout de suite par un club, donc beaucoup plus huppé sur Paris, Montrouge, vraiment, qui ok, avait des catégories en nationaux. Donc là, c'était vraiment un championnat qui était largement un cran au-dessus. ok, Tu commençais à toucher l'élite. ouais, Et donc là, j'avais quoi? J'avais 12 ans, 12-13 ans. Et tu commences à toucher l'élite. Et pareil, je fais une seule saison. Et ok, là, je suis approché par des recruteurs de plusieurs clubs professionnels, dont Saint-Étienne, dont Châteauroux, dont ok, Niort. ouais, Et du coup, bah là, je me dis, écoute, voilà, faut faire un choix. La moto, voilà, j'avais perdu mon père, donc la passion, je l'avais un petit peu perdue aussi parce que je la partageais plus avec ouais. mon père. Donc j'ai commencé à beaucoup plus dévier sur le football. Et à ce moment-là, je me suis dit, allez, c'est parti. Moi, je suis quelqu'un, je suis comme ça, je suis spontané, je suis peut-être un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais plein d'inconscience, d'insouciance. Et je me dis, allez, c'est parti. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire du foot, j'ai envie d'être avec mes potes, j'ai envie de marquer des buts, j'ai envie de Ouais, gagner. Moi, je suis un gagneur. ouais. Donc, j'ai envie de ça. Maman, est-ce que je peux partir? Laisse-moi partir en centre de formation. Voilà, la proposition de Niort, c'est celle-là. Est-ce que tu acceptes? Et Là, elle accepte. t'as quel âge à ce moment-là? Bah, j'ai 14 ans. T'as 14 ans. Wow. Donc 14 ans, quand t'es parent, de Ouais, bien voir sûr. ton enfant partir à Ouais. 14 ans, c'est vrai que ça devait pas être facile, mais elle m'a laissé partir et voilà, essayer de grandir seul de mon côté avec ma passion du football. Et là, donc tu démarres ta carrière de sportif à Niort. En C'est tout cas, ça, à Niort, donc tu te mets j'arrive. sur les rails, en tout cas, du professionnalisme à Ouais, Niort. alors ça a été catastrophique la première année, hein. Toi, je crois que tu as un an de plus que moi. Ouais, je suis arrivé après, moi. Ouais. Je suis arrivé à 16 ans, moi, 15-16 ans à Ok, Niort. mais Ouais. t'es un an plus vieux que moi, donc Ouais. on s'entraînait pas ensemble. Mais quand je suis arrivé la première année, enfin, je suis arrivé là-bas, j'avais l'impression d'être nul. Ah Mais oui, vraiment nul. Je n'arrivais à rien. Je sentais que c'est les vrai. mecs de l'équipe autour, ils parlaient sur moi. Ils disaient, mais c'est quoi cette arnaque? C'est vrai. Mais vraiment, Ah vraiment. oui, t'avais le syndrome de l'imposteur, quoi. Le syndrome de l'imposteur, mais parce que j'étais mal dans mes baskets. Je me rappelle le soir, c'était le dortoir, hein, on appelait ça comme ça. Je me rappelle, je me cachais sous la couette pour pleurer. C'est Ah oui, que parce qu'à ce moment-là, tu es en sport-études je suis en sport-études, au lycée de la Venise Venise verte. verte. D'accord. Et voilà, on est quoi? On est une trentaine, quarantaine de jeunes. Enfin voilà, tu vois, tu veux faire bonne impression. Moi, j'arrivais pas du tout à m'acclimater. Je manquais de repères, quoi. Ouais, J'arrive ouais. dans un endroit où je connaissais personne. Le soir, je me cachais sous la couette pour limite lâcher deux, trois larmes parce que je voulais pas que les autres ils voient Ok. ma faiblesse directe Ouais. d'entrée. Donc sur le terrain, ça se ressentait. À l'école, ça se ressentait aussi. Pas des bons résultats. D'accord. Sur le terrain, pas non plus des bons résultats. Ok. Et je me rappelle encore, on rentrait à la maison 2 fois dans l'année, hein. Une fois à vacances de Noël et une fois en juin quand la saison était terminée. Et je rentre en décembre et je me revois encore, c'est il y a 20 ans, hein, Ouais. je me revois encore dire à ma mère, c'est terminé, j'y vais plus, je peux plus, je suis trop malheureux, je veux pas. Ah ouais. Et elle a quand même eu la force de me dire ça, malgré le fait de voir son fils qui était vraiment pas bien, de me dire, écoute, tu vas aller au bout de ton aventure, tu me termines l'année, et après, tu arrêtes et tu rentres à Paris.
Deuxième partie de saison, j'arrive en janvier. Écoute, transformation. Mais vraiment, premier match. On était des gamins, j'avais 14-15 ans. Ouais. Premier match, je crois que je claque 3 buts. Deuxième, j'enchaîne. Transformation totale. Je devais être viré limite à mi-saison. Et fin de saison, direct, on me dit bon, bah écoute, non, là, on détecte vraiment un vrai potentiel. Et ils me font signer un premier contrat. Donc, je crois que c'était contrat stagiaire pro ou un truc comme ça. Quel a été le déclencheur? Je sais pas, je pourrais pas te dire. Peut-être la phrase de ma mère, de me dire va au bout de ton aventure, et ça m'a peut-être libéré. Je me suis peut-être dit dans ma tête bon bah allez, il me reste 5 mois à tirer, donc allez vas-y, je prends du plaisir, je donne tout, et après je rentre à la maison. Et vu que du coup je devenais bon, voire indispensable à l'équipe, et bizarrement quand t'as des résultats et que t'es bon, bah t'as de plus en plus de potes dans l'équipe tous les jours. C'est comme ça, c'est le football. Et bah du coup à la fin de saison, en fait j'avais qu'une seule envie, c'était de rester quoi. Excellent. Donc, ouais, ça va vite dans les deux sens, de toute façon. Donc, Et parce que du coup, je t'écoute et ça me rappelle des souvenirs. Et effectivement, on a un an d'écart et effectivement, dans le foot, les un an, parfois, ça, on n'a pas forcément la même vie, on s'entraîne pas forcément effectivement ensemble, etc. Parce que moi, quand tu arrives, quand on commence un peu plus à se côtoyer, pour moi, j'ai pas connu cette phase et non, où, pas connu pour du moi, tout. c'est Stéphane Robinet, le Stéphane attaquant, flamboyant, quoi. Ouais, C'est mais marrant. après, c'est comme ça que je me suis toujours construit. Jeune dans le foot, un peu moins jeune toujours dans le foot, dans le monde professionnel, parce que là, c'était pas encore professionnel. Dans le monde de l'entrepreneuriat aussi. En fait, moi, je me suis toujours construit par des échecs, par des moments difficiles, où j'apprends dans ces moments-là. Et après, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, j'ai rien révolutionné. Je suis pas plus intelligent qu'un autre. J'ai pas de diplôme. Par contre, j'ai une qualité qu'on peut pas m'enlever, c'est que je suis courageux. Mmh. Et ça, je pense que je le suis 10 fois plus que les autres. D'accord. Donc là, tu signes ton premier contrat avec Niort à quel âge? Donc là, c'était un contrat stagiaire pro. J'ai 15-16 ans. Je T'as signe un 15-16 ans. contrat de 2 ans. Ok. Donc là, je rentre en centre de formation. Donc là, c'est encore un rythme différent. C'est que le matin, tu te lèves, petit-déj, tu vas tout de suite sur le terrain, tu as 2 heures d'entraînement. Ouais. Tu reviens, tu as, je crois, 1 heure de cours, 2 heures de cours. Tu vas déj. Ensuite, l'après-midi, c'est pareil, tu rattaques sur 3 heures de cours, donc avec des profs qui se déplaçaient. Ouais. Ensuite, tu retournes sur le terrain. En fait, ton rythme, c'est ça, en centre de formation, c'est limite des fois plus dur que quand tu es pro. C'est que tous les jours, tu as 2 entraînements par jour. Donc, le soir, études et dodo, et c'est reparti pour la même journée. Et sur la trentaine de joueurs, quand tu as intégré le sport-études au lycée de la Venise Verte, vous êtes combien intégrés à avoir un contrat in fine? Eh ben, je crois qu'on n'est que 2. Que 2. On n'est que 2, ouais. Ok. Donc, de rentrer au centre de formation avec un contrat, on n'est que 2. Après, je crois qu'on a dû être 5-6 à rentrer au centre de formation, mais les autres, c'était pas de contrat, c'était amateur. Donc, Et le deuxième, c'était qui? Je m'en souviens. eh ben, le deuxième, je crois que c'était Christophe Jallet. Ah, c'est Christophe. C'est Christophe, le deuxième, ouais. On est de la même génération, donc voilà, Ok. on rentre au centre de formation ensemble. Waouh. Ok. Et donc là, tu fais tes classes pendant 2 ans. Et là, je fais mes classes pendant 2 ans, donc là, j'arrive, je crois que je dois avoir 17 ans, 17-18. Et, Avec Pascal Gassien, de avec mémoire, Pascal qui était le Gastien. directeur du centre. C'est ça, exactement, Ouais. et qui aujourd'hui fait un travail incroyable à Avec Clermont. Clermont, ouais. Et si un jour il écoute ce podcast, j'en profite pour le remercier parce qu'il m'a vraiment aidé à devenir un homme. Donc, comme toi peut-être, hein, il nous a suivis au centre de formation, il nous a connus à 15 ans, il nous a emmenés jusqu'à nos 18-19 ans, il nous a inculqué des valeurs. Ouais. Donc voilà, donc du coup avec Pascal au centre, et Et- je commence... Pardon, ouais. Non, mais pardon, je rebondis effectivement sur ta relation avec Pascal. Quand tu dis il t'a aidé à devenir un homme, ça veut dire quoi exactement? C'est que c'est le seul repère un peu paternel quand tu es dans un centre de formation avec que des gamins, personne n'a ses parents, et quand moi j'ai perdu le mien quelques années avant, tu t'identifies à quelqu'un, tu vois, et c'était quelqu'un qui avait des discours avec moi. Je me rappelle le matin, voilà, il me disait alors Steph, comment tu te sens, ça va. Voilà, des fois quand j'étais pas bien, il me disait allez viens me voir, on va discuter tous les deux. C'était des discussions d'hommes, donc il me disait voilà, faut pas que tu lâches. En ce moment tu es dans une phase où tu as l'impression de pas progresser, mais c'est dans les périodes comme ça où tu apprends le plus, serre-toi-en. Voilà, il me donnait des coups de boost pour l'école, donc ouais, c'était un peu une image d'un papa, quoi. Donc centre de formation.
Et après, du coup, les premiers pas avec les professionnels, où j'étais toujours en centre de formation, je faisais quelques entraînements avec les pros. Et c'était Philippe Insberger, donc du coup, qui Entraîneur. tenait la Ligue 2 à l'époque. Ouais. Et du coup, je fais la moitié de saison à m'entraîner, à commencer à faire quelques apparitions dans le groupe. Et là, c'est parti. En fait, tout va très très vite, quoi. C'est ok, Steph, on te fait signer un contrat. On signe un contrat de 3 ans. À quel âge, là, donc, tu signes ton je contrat? signe très jeune, moi. Je signe à 18, je crois 18 ans. J'avais 18 ans, mon Ok. premier contrat pro. Ouais. Ce qui est fou, hein, quand je résume un peu cette partie de ta vie de footballeur, c'est aujourd'hui assez rare de démarrer aussi tard. 10-12 ans, t'es déjà hein, les gamins aujourd'hui ils démarrent à 6 ans, 7 ans. En tout cas, alors, ça fait un peu vieux schnock, mais à notre époque, moi, j'avais pas trop en mémoire des gamins de 8-9 ans arrivés en centre. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu monnaie courante. Mais le football a changé. Ouais, le football Déjà, a en changé, l'espace ouais. de 15 ans, il a changé. Aujourd'hui, t'as aucun gamin qui signe pro comme nous à l'époque à 19-20 ans. Si à 16-17 ans, il n'est pas capable d'intégrer l'équipe première et d'avoir le niveau, ce gamin-là, il passe à la trappe. Ouais. Et ça, on met toujours la lumière sur les Mbappé, les Zaïre Emery, mais tous ceux à côté qui se cassent la gueule, on n'en parle pas. Et eux, ils sont après livrés à eux-mêmes et voilà, ils doivent se reconstruire et repasser des diplômes et puis se reconvertir pour la plupart. Ouais, donc clairement, je suis d'accord. Mais c'est vrai que tu pars aussi d'un environnement où le foot n'était pas présent. Tu apprends de nouveaux codes. Tu pars de chez toi, de Paris, tu arrives dans une ville de province que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, dans un sport où tu n'avais pas forcément eu des repères dans ton environnement d'origine. C'est quand même le grand saut et tu arrives à signer pro finalement que quelques années plus tard. C'est assez exceptionnel, quand même. Ouais, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que il y a, pardon, il y a un vrai parallèle à faire entre le sport et l'entrepreneuriat. C'est qu'en fait, je pense qu'il faut être inconscient et insouciant. Parce que si tu te poses 15 000 questions, au final, tu n'avances jamais. Combien de fois j'ai des potes qui m'ont dit « Oh putain, j'ai un projet, Steph ». L'année d'après, « Oh putain, j'ai un projet ». Ouais. T'en as qui ont toujours des projets et qui ne font jamais rien. Donc, si à un moment donné, tu te lances pas et tu essaies d'oublier un petit peu voilà, tous les points négatifs à droite à gauche et que tu dis ah non je peux pas faire ça parce qu'il y a ça, non à un moment donné il faut se lancer. Et moi ça a été le cas quand j'étais gamin pour le foot. J'étais inconscient, j'y étais dans le monde de l'entrepreneuriat pareil, inconscient mais totalement inconscient même, on en reparlera tout à l'heure. J'y étais et c'est la vie avance, la vie va passer très très vite, donc faut se lancer, faut avancer quoi. Ouais. Alors, je fais juste une digression. Effectivement, quand tu parles de Pascal Gatien, moi, il n'a pas eu cette figure paternaliste, mais parce que j'en avais pas besoin. Mais par contre, effectivement, il est gravé en mémoire. Si un jour, effectivement, il écoute aussi de podcast, c'est quelqu'un qui, pour moi, était un repère de professionnalisme, de rigueur, de discipline, de bienveillance. Bienveillance, ouais, c'est le mot. Ouais. Dans l'univers du foot, je trouve, C'est rare. rare, ouais, assez rare d'avoir quelqu'un d'aussi extraordinaire, en tout cas humainement, dans cet écosystème aussi challengeant. Enfin, voilà, fin de la parenthèse. Mais merci Pascal. Et Niort, en pro, tu joues combien de saisons du coup? Tu fais les 3? Non, je fais même pas les 3. Ok. Pardon. Je fais même pas les 3, je fais 2 ans. Et au bout de la 2e année, on fait une saison très compliquée. On descend de Ligue 2 en National. Ok. Et à ce moment-là, j'ai comme une envie d'ailleurs. Tu sais pas pourquoi, ça te prend au tripes. Et tu as envie de partir. Ouais. Et à ce moment-là, il me restait 1 an de contrat. J'ai tout fait pour le casser, à tort, hein, certainement. Ok. Mais en tout cas, voilà, j'ai réussi à me libérer et à partir. J'avais envie d'aventure, de tester autre chose. Ça n'a pas forcément été le meilleur choix de ma carrière, hein, parce que j'aime pas dire je l'ai regretté, mais je pense que c'était pas un bon choix. Mais voilà, donc du coup, je fais 2 ans pro et après je pars. Et tu pars où? Tu pars. Et ben c'est là que c'est compliqué. C'est que je pars, je suis mon agent de l'époque, je citerai pas son nom. Je le suis sur un projet pour signer sur un club D1 belge. Ok.
Gros club à l'époque, la Gantoise. Tout était ficelé, donc je pars là-bas, je me revois encore en Belgique avec lui, jusqu'au moment de la signature du contrat où je sens qu'il y a un problème. Et voilà, bon, ça traîne, ça traîne. Et je comprends très vite qu'il y a un problème. Donc, par la suite, j'ai appris que le problème, c'était la commission de l'agent qui était avec moi qui posait problème. Et du coup, il a préféré ne pas me faire signer plutôt que de baisser sa commission. Et du coup, bah, moi, derrière, je me suis retrouvé un peu sur le carreau. Parce que Ah j'avais oui. tout misé sur ce choix-là, sur la confiance que j'avais envers lui. Et du coup, bah, je me retrouve au chômage, sans club. Les saisons reprennent, les clubs reprennent les entraînements. Et moi, je me retrouve sur le carreau. Voilà. Je regardais la télé, je voyais tous mes potes à la télé en train de jouer. Et moi, j'étais chez moi, retour à Paris, voilà, assis dans mon salon, à déprimer, à me dire putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi Ouais. j'ai résilié? Donc voilà, ça, c'est un premier tournant de ma carrière. Un gros, gros tournant, parce que j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là que j'ai pas réussi à, à rattraper le train qui était parti, parce que Ouais. après ça, j'ai jamais réussi à retrouver le niveau que j'avais à cette époque-là. Ok. Et après, du coup, je me suis retrouvé à Raon-l'Étape, Ouais. club de national, Ok. dans les Vosges, chez toi, En que Lorraine. que tu connais. Et j'ai débarqué du coup dans un club amateur, c'était très amateur, hein. Il y a une différence énorme entre la Ligue 2 et le national. Ouais. Comme il doit y avoir une différence énorme entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais là, je débarque, j'ai l'impression de redescendre tout en bas de l'échelle. Club amateur. J'habitais dans un chalet dans la montagne. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici, quoi? Je suis venu faire un stage de ski. Donc, du coup, je reste 6 mois. Ça se passe très, très mal. Je m'entends pas bien du tout avec l'entraîneur. Parce que, retour quelques années avant, où je me sentais pas bien. Donc, j'étais pas bon sur le terrain. Et du coup, j'avais pas de potes à côté. Donc, euh, donc voilà, je fais 6 mois pardon. Et, euh, et à la fin de ces 6 mois, une autre personne, du coup, emblématique qui va venir me chercher à Ramontap, c'est Hervé Renard. Ah. Donc Hervé qui vient me chercher là-bas, qui me dit écoute Seth, voilà, je suis sur un projet, je reprends un club de national, voilà, tu as un profil qui m'intéresse, est-ce que tu veux venir avec moi? Du coup, j'adore le discours, j'adore l'homme, je dis allez c'est parti, je te suis. Et là donc du coup j'atterris à Cherbourg, toujours en national, avec Hervé Renard comme entraîneur. Ok. Et là, je retrouve ce qui me manquait. Ce côté un peu tu sais, paternel. Moi, je fonctionne un peu comme ça. D'accord. Ouais. Je retrouve un Pascal Gastien avec Hervé, quelqu'un qui est protecteur, quelqu'un qui défend ses joueurs, quelqu'un qui est impliqué, quelqu'un qui te donne des émotions. Tu vois, quand il te parle, il dit voilà, t'as des émotions, tu te dis putain, j'ai envie Ouais. d'aller à la guerre pour lui, quoi. Ouais. Donc, je fais une super saison en plus avec lui à Cherbourg. Et du coup, moi, je vais rester 2 ans là-bas Ok. avant de. Ah, mais à Cherbourg, attends, je fais le lien. C'est là où tu rencontres. Il était pas à Cherbourg en même temps que toi? Non, Jérôme Deplanche, je l'ai rencontré à Ah, Nancy, à Nancy. ouais, à À Raon-l'Étape. Raon. À Raon. Ok. D'accord. Donc du coup, je fais mes 2 ans à Cherbourg et ça se passe bien. Bon joueur de national, mais j'arrive pas à retrouver le niveau que j'avais à l'époque. Donc j'arrive pas à retrouver de club de Ligue 2 ou au-dessus. D'accord. Donc bon, je décide de partir encore une fois. J'avais fait le tour. Je dis allez hop, je pars. Et du coup, j'arrive au Paris FC. Donc là, je reviens chez moi. Ouais. Peut-être ouais, 10-12 ans après, parce que je crois que j'avais 27-28 ans. Paris FC à l'époque, ils étaient en quelle division? National aussi. National aussi. Ok. Donc j'arrive là-bas et j'ai 27 ans, donc je fais une seule saison. Ok. Et pareil, ça se passe pas très bien, un entraîneur avec qui j'accroche pas du tout. Et à ce moment-là, bon, je me dis, allez, c'est bon, ça commence clairement à me saouler. Ouais. J'avais compris que j'avais un peu loupé le train, comme je te disais tout à l'heure. Ok. Et dans ma tête, je commençais déjà un petit peu à me poser des questions, à me dire bon, écoute, va peut-être falloir faire autre chose dans ta vie. Voilà, je commençais à chercher un petit peu ce que j'avais envie de faire. Et très vite, il y a quelque chose qui est arrivé. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour commencer à en parler, faire une transition. Mais en tout cas, c'est comme ça que m'est venue l'idée. C'est que j'avais beaucoup de potes autour de moi qui me disaient Steph, tu peux me faire un programme, j'ai envie de perdre du poids, est-ce que tu peux me faire des exercices? D'accord. Et Ah, je leur donnais des petits conseils. c'est là où émerge finalement, ça y est, une autre projection de toi, plus en tant que footballeur, C'est ça. mais là, finalement, le début de ta reconversion. Début de ma reconversion, ça m'amusait de leur faire des petits programmes sur un bout de papier. Bon, bah, écoute, tu vas me faire ça pendant 3 semaines, pendant 4 semaines. Ouais. J'y prends goût.
Et je me dis, bon, allez, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire comme diplôme pour pouvoir devenir du coup coach sportif. À savoir qu'il faut bien dissocier un coach sportif. Coach sportif, c'est le coach sportif, il va entraîner des personnes lambda, des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, des personnes qui ont besoin d'un vrai accompagnement. D'accord, là, je suis pas dans la préparation physique de sportifs de haut niveau. J'en suis bien conscient dans ma tête. Je me dis, bah écoute, ça m'amuse de transmettre ma passion du sport à des personnes qui ne sont pas sportives et de les emmener dans un projet. Donc du coup, je passe ce diplôme, donc, qui est le BPGEPS. Et je me dis, bah allez, c'est parti, on part là-dedans. Je trouve un club aussi de foot, Versailles, qui accepte, donc en gros, un rythme un peu spécial. C'est que c'était amateur, clairement amateur. D'accord. Donc je m'entraîne avec eux 1 ou 2 fois par semaine. Je joue avec eux le week-end. Ouais. Mais pas plus. Ils ne me demandent pas plus d'investissement. Comme ça, moi, j'ai du temps à côté pour commencer à préparer ma reconversion et lancer mon business. Mais du coup, en termes de rémunération, Versailles, même en tant que club amateur, te versait un salaire? J'étais quand même rémunéré, oui. D'accord. C'était un tout petit salaire, hein, mais j'étais quand même rémunéré. Oui. Mais ce qui t'a permis justement de te former à ton nouveau projet et lancer ton nouveau projet. Exactement. Donc Versailles m'a vraiment accompagné dans ma reconversion. Je l'en suis vraiment très reconnaissant. Donc j'avais un salaire, je m'entraînais c'était 1 fois par semaine et match le week-end, alors que tous les autres joueurs autour de moi, ils s'entraînaient 4-5 fois dans la semaine. Ah oui, d'accord. Donc, il y avait une vraie différence. Mais c'était le deal et ils ont respecté le deal. Moi, j'ai respecté le deal. Je faisais ma reconversion, je m'entraînais. Le week-end, j'étais bien, je claquais but sur but. Tout le monde était content. Donc voilà, c'était le deal. À l'époque, ils étaient à ce moment-là, ils sont en quelle division, Versailles? Le problème, c'est que les divisions, maintenant, ça a changé. Ouais. Donc, allez, c'est amateur. Si on va parler en division, ça devait être en 5e division. Ah oui, quand même. Ah oui, donc tu passes de national à... Ouais, tu passes de Ligue 2 à 5e division. T'as vraiment un fossé et ça se ressentait sur le terrain. Ouais. D'accord. Et là, ta formation, elle dure combien de temps? La formation, elle dure 1 an. 1 an. Donc pendant 1 an, j'ai cours. Clairement, les cours, c'est de la natte, de la physio. Tu apprends le corps humain, tu apprends les techniques de musculation. Tu apprends tout pour devenir préparateur physique. D'accord. Et en même temps, tu es aussi en alternance ou en stage dans une structure. D'accord. Pour commencer à te mettre un petit peu face à des clients, voir un petit peu comment ils réagissent. Et pour moi, c'était une première expérience dans le milieu professionnel, mine de rien, ce petit stage. Moi qui n'ai jamais connu le milieu de l'entreprise, c'était déjà une première petite expérience. Donc non, très très intéressant. Je passe ce diplôme-là, donc du coup, que j'ai à la fin de l'année. Ouais. Et à la fin de l'année, mon côté insouciant, inconscient, je me dis, écoute, allez, maintenant que j'ai un diplôme, je ne vais pas attendre 4-5 ans avant de commencer à exercer. Je me dis, c'est parti, je commence, je prends un sac à dos, 3 élastiques, je mets les élastiques dans le sac à dos et je vais chercher des clients. Mais les clients, faut les trouver. Ouais. Donc, c'est bien beau. Et là, tu es sur du particulier, ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Exactement, et aucune technique commerciale ou rien du tout, je sais pas comment faire. Toutes les personnes qui te disaient avant, moi dès que tu as le diplôme, je serai ton client, au moment de passer à la caisse, il n'y a plus personne. Donc tu te dis, merde, j'ai pas de client. Donc j'arrive quand même malgré tout à trouver un premier client, c'est un couple, et qui sont toujours clients 10 ans après. Wow. Donc ça c'est un peu ma fierté. Ouais. Et je débarque du coup avec mon sac à dos chez eux pour mon tout premier coaching. Folklore. Donc j'arrive, j'ouvre la porte, je vois donc salon, canapé, télé, pas de place du tout pour faire du sport. Les enfants, parce qu'on était le mercredi, donc les enfants qui étaient là, je fais waouh, qu'est-ce que je vais faire quoi. Tout ce que j'ai appris pendant 1 an ou pendant mes 10 ans de foot, qu'est-ce que je vais faire dans un salon je sors mes élastiques, j'essaie de faire quelques exercices, je respecte pas du tout la séance que je m'étais fixé de faire avec eux. Et je pars dans quelque chose beaucoup plus humain, ludique, de rigoler, de faire des exercices sympas. Ouais. Et je me rends compte qu'au final, ils ont passé un super moment. On a quand même travaillé un petit peu, même si c'est pas ce que je voulais faire. Mais on a quand même bossé. Et à ce moment-là, je comprends très vite en fait que le métier, c'est un métier d'humain. Mmh. Et c'est surtout l'animation que tu vas mettre dans ton coaching pendant 1 heure qui fera la différence. C'est pas la qualité
en lui-même de la séance, des exercices. Ça, c'est secondaire. Le côté relationnel, on va dire que c'est 80-90% Du job. métier, du job. D'accord. Donc ça se passe bien, je comprends je comprends le métier. Bon, bah, du coup, on fixe rendez-vous pour les semaines d'après. Et bah, c'est bien beau d'avoir un client, mais tu gagnes pas ta vie avec un. Donc voilà, j'essaie d'aller chercher. J'arrive à en avoir 2, 3. Et Mais là, puis, tu fonctionnes par réseau, je fonctionne que par bouche à réseau. oreille. Les réseaux sociaux à l'époque, il y a de ça 10 ans, ça n'avait pas voilà, la puissance que ça a aujourd'hui. Donc Ouais. ça existait, j'étais un petit peu dessus, je commençais. Bon, et j'arrive à avoir quelques clients. Et très vite, de toute façon, c'est l'histoire de ma vie. Pas je me lasse, hein, mais je me dis, non, c'est pas fait pour moi. D'aller coacher des gens dans Chez chez eux. eux, Ouais. c'est pas fait pour moi. J'ai besoin de matériel, j'ai besoin d'être structuré. Mm. Donc, euh, donc très vite, je commence à regarder pour prendre un local. Donc voilà, pour ouvrir ma petite salle de sport. Et, euh, et je trouve quelque chose dans le 16e. Et 50 mètres carrés. D'accord. Je me dis, allez, il faut que je sois dans le 16e pour toucher une clientèle voilà, haut de gamme. Donc 16e, porte de Saint-Cloud, local de 50 mètres carrés. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas ce qui est passé dans ma tête. C'est que alors, j'ai fait une toute petite salle de sport, Ouais. mais j'ai aussi investi sur des cabines d'aquabiking individuelles, sur des machines pour perdre du poids, CLUM6, exactement, ça s'appelait comme ça, où j'avais besoin d'une masseuse pour faire les massages. En fait, je pars dans un Oula, truc. t'es parti dans un Je suis truc. parti loin. Waouh, ok. Ah ouais, je suis parti loin, des investissements énormes. Je me dis, allez, vas-y, au lieu de faire une salle de sport, je vais faire carrément un centre de remise en forme. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, là, tu t'éloignes du projet de base presque. Je m'éloigne complètement. Ok. Je sais pas, voilà, comme je te disais, peut-être pas la folie des grandeurs, mais ouais, avoir envie de faire un truc quali dans le 16e. Ouais. Et du coup, donc j'investis, ces 3 cabines d'aquabiking, c'est l'UM6, je me retrouve avec 3 salariés. 3 salariés dès la première année. Dès la première année, dès le premier jour. Et là, je commence à comprendre le monde d'après. C'est que là, Ok. je n'avais pas été formé sur tout ça. J'en rajoute, mais la TVA, je ne savais pas ce que c'était. Parce que, bon, en tant que consommateur, tu payes, c'est tout. Hein. Ouais, bien Donc, sûr. la TVA, je comprends très vite ce que c'est que la TVA. L'URSSAF, je comprends aussi très vite ce que c'est que l'URSSAF. Je comprends aussi ce que c'est que de manager du personnel. Ouais. C'est pas la même chose que des coéquipiers dans l'équipe. Hein. Non, là, c'est toi le patron. T'as du personnel, ils doivent travailler. Tu découvres que, oui. Mais pour faire ça, t'as pris de ton argent perso ou tu fais un part à la banque J'ai pris de l'argent perso. Wow. Sur le projet total, on peut parler de chiffres, le projet total, c'était 200 000 euros. Ok. Tout compris. D'accord, avec que ce soit le droit au bail, voilà, les dépôts de garantie, l'investissement du matériel, tout, 200 000 euros. C'est simple, je mets 80 000 euros de ma poche. Je Ok. débloque le pécule foot, je débloque, je mets tout dedans. Bête. Je sais pas Wow. pourquoi j'ai fait ça. Parce que aussi les banques me faisaient pas confiance à l'époque et elles disaient voilà, monsieur Robinet, si vous voulez qu'on vous suive, il faut au moins mettre quasiment 45-50% d'apport. D'accord. Donc du coup, je fais moitié perso et le reste en financement bancaire. Et là, sans mentir, c'est l'année la plus difficile de ma vie D'accord. qui commence. Les 2-3 premiers mois, je fais un peu de chiffres, mais pas assez. Je me rends compte que j'ai pas assez de clients. Je suis bombardé par l'URSSAF, par les charges, par le loyer. Le loyer dans le 16e, c'est cher. Voilà, clairement, je suis en train de dégringoler et je vais déposer le bilan. Ok. 1 an plus tard. Alors, j'ai failli. Je D'accord. l'ai pas fait. Toutes les semaines, je me rappelle, tous les dimanches soirs, le dimanche, c'était le jour du bonheur. Le jour du bonheur, c'est que t'as aucun fournisseur qui peut t'appeler, les banques elles peuvent pas t'appeler, donc tu te reposes. Tu vois. Mais par contre, le lundi matin à 10h, ton téléphone, il commence à sonner dans tous les sens. T'es harcelé par les dettes que t'as, par les fournisseurs, par les banques. Tout le monde t'appelle. Et si t'as pas les épaules, c'est compliqué. Ouais, Donc là, tu déposes le bilan si t'as pas les épaules. Finalement, tu passes pas ton temps à développer ton activité, tu passes ton temps à gérer que les merdes. Ouais, d'accord. Que les merdes. Wow. Et à ce moment-là, je veux déposer le bilan, mais je me dis, allez, Steph, tiens encore une semaine. On va tenir une semaine et on va voir ce qui va se passer. Je me rappelle, le lundi matin, très tôt, je me levais, j'allais faire un footing d'1 heure, après j'ouvrais la salle, j'accueillais les premiers clients, les salariés. Donc voilà, ça a duré pendant quelques mois. Et à un moment donné, je me suis dit, bon écoute, on va arrêter tout ce qui est inutile. Donc les cabines d'aquabiking,
je les brade. C'est même pas je les vends, je les brade, limite je les donne. Ouais. Tout ce qui est superflu, je le vire. Les salariés que j'avais à l'époque, je les licencie. Ouais. Et je décide sur mes 50 mètres carrés de faire qu'une salle de sport. C'est-à-dire D'accord. que je serai tout seul à bosser dedans, j'aurai pas de salariés, j'ai une salle de sport, je peux recevoir des clients pour faire que du sport que je maîtrise. Mmh. Et donc du coup, ça, au bout de 6 mois, donc je refais un petit investissement, je remets 10-15 000 euros pour racheter du matériel de sport et le reste, je vire. Et là, donc du coup, je pars sur un marathon qui va durer encore 1 an et demi, parce que c'est à partir de la fin de la 2e année où j'ai commencé à relever la tête. Et donc là, du coup, voilà, je donnais que des cours de sport dans mon local. Et petit à petit, j'ai senti la tendance qui commençait un petit peu à s'inverser. J'avais beaucoup moins de charges. Mon client du début était devenu 10, 15, 20. Donc, du coup, tu sens que tu as déjà un peu plus de clients. Tu regardes ta journée, tu te dis, ah putain, aujourd'hui, je suis full, quoi. Aujourd'hui, je fais 10 heures de coaching à moi tout seul. Ouais, là, tu fais vraiment ton métier, quoi. Là, je commence à faire mon métier, enfin le métier que j'avais envie de faire quand j'ai arrêté le foot. Ouais. Et Mais quand tu switches finalement de modèle, que te disent les banques? les banques, en fait, elles me disent rien. Le matériel que j'avais, je l'ai revendu, donc j'ai récupéré un peu de trésorerie, j'ai remis un peu d'argent de ma poche, et elles me disent rien. Elles me disent juste, il faut payer le prêt, c'est tout, quoi. Donc, tant que je payais le prêt, ça allait. Donc voilà, donc changement de modèle économique. Donc du coup, quand tu changes de modèle comme ça, tu n'as pas de compte à rendre, en tout cas à la banque. Elle part du principe juste, tu te débrouilles, tu dois juste rembourser à la fin. Tu payes et tu fais ce que tu veux. Donc changement de modèle économique, changement de stratégie. Là, je pars sur un modèle que je maîtrise. Et là, je vais sentir un engouement. Donc après cette année et demie, 2 ans de vraies galères, de mauvais choix de ma part, hein, parce que il faut aussi les assumer, et j'en prends la totale responsabilité. Mais au bout de 2 ans, je sens que ça commence à décoller, des belles rencontres, notamment une amie que j'avais de longue date, Malika Ménard, ancienne Miss France. Donc du coup, on commence à monter un petit partenariat ensemble, elle vient s'entraîner, je m'occupe d'elle, en échange, voilà, elle me fait un peu de pub. Ouais. Et là, je sens quand même que voilà, il commence à y avoir beaucoup de monde qui commence à arriver. Et sur ce concept, enfin qui devient un concept de c'est pas mon coach qui vient chez moi, mais c'est moi qui viens à mon coach et je rentre dans son univers pour me faire accompagner. Exactement. Et alors, j'aime pas dire ça parce que c'est peut-être pas vrai, mais moi j'ai la sensation que ça l'est. Je pense être précurseur de aujourd'hui ce qu'on appelle les studios de coaching. C'est-à-dire c'est des toutes petites salles où tu as des gens qui viennent s'entraîner, ils ont l'impression d'être chez eux, et voilà. Donc du coup... Parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas de concurrent. J'ai aucun concurrent. Les seuls concurrents que j'ai, et il y a de ça 10 ans, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui, c'était les coachs sportifs avec leur sac à dos qui allaient chez les clients comme moi, quoi, à l'époque. Là, on est en quelle année? On est sur l'ouverture, on est en 2013-2014. Ah ouais, ok. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le début. Oui, justement, excuse-moi de te couper, mais du coup, effectivement, durant le Covid, on a vu l'émergence de ce que tu racontes. Mais là, toi, t'es quand même quelques années bien en amont. Bien en amont. Ouais. Et du coup, là, on va accélérer un petit peu parce que je vois qu'il y a un bel engouement. Je peux plus faire les heures de coaching parce que j'ai plus de clients que ce que je peux faire moi par jour. Moi, par jour, je pouvais faire 10 heures de coaching. 5 le matin, 5 l'après-midi. Ouais. Et du coup, là, une première très, très belle rencontre. Arnaud Gibert, donc du coup, pareil, ancien joueur de foot, qui me contacte, qui me dit Steph, écoute, je regarde ce que tu fais sur les réseaux, j'ai envie de faire la même chose, ça me plaît bien, est-ce que tu peux me prendre en stage pendant que je passe le diplôme? Je lui dis écoute, oui, vas-y, avec plaisir, je vais te former. Et là, une synergie incroyable à tous les deux, de 2 anciens footballeurs qui ont joué dans la même équipe, qui rigolaient sur le terrain, et du coup, le travail n'était pas du travail, en fait, on prenait tellement de plaisir qu'on s'éclatait. Et du coup, à tous les deux, ce premier studio de coaching-là, on le fait exploser. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut plus prendre de clients, on est full. Tout le temps. Wow. Je décide, parce que je suis tout seul à l'époque, je décide de le vendre pour m'agrandir. Donc pour reprendre un autre studio, cette fois-ci, on n'était plus sur 50, mais 200 mètres carrés. Là, le nom de ta boîte à l'époque-là, c'était ça, il va falloir qu'on en parle, parce que ça, c'est toute une histoire aussi. À l'époque, ça s'appelle Secret Training. Ok, ouais. Donc voilà, et du coup avec Arnaud, donc je lui propose
l'association. D'accord. Je lui dis, bah écoute, on va reprendre un nouveau local, beaucoup plus grand, pour faire plus d'heures de coaching. Est-ce que tu veux être avec moi dans l'aventure? Il me dit, bah allez, c'est parti. Bah, lui aussi met des billes de sa poche, donc il devient associé. Et là, le studio de 200 mètres carrés, en 6 mois, full. Waouh. Ça venait de partout. Et ça, vraiment, c'était notre fierté. Il y avait des personnes qui venaient de Créteil, hein. Donc en gros, qui mettaient 1 heure de transport pour venir se faire coacher 1 heure Dans le 16e. dans le 16e, Oh là chez là. nous, pour après repartir. Ah, Donc, alors, pour le coup, pour avoir vécu 12 ans à Paris, faut avoir la foi quand il même. faut hein. avoir la foi. Ah ouais, Il faut ouais, être ouais. motivé. Ouais. Et on en avait beaucoup, beaucoup comme ça. Du coup, on se dit, allez, on avance. On avait un studio, on ouvre le deuxième. Ça, avant l'ouverture du deuxième, ça dure combien de temps? C'est 1 an? Cette belle période, Ouais, ça dure 2 ans. 1 an et demi. 2 ans. Où 2 ans. vraiment, Et là, par rapport justement aux investissements que tu avais fait, etc., tu retrouves la rentabilité dans ces 2 ans, tu arrives à en vivre, je commence à en vivre. Ouais. On en vivait tous les deux, donc du coup, salarié de la boîte, un petit peu en fin d'année à récupérer, même si on l'a pas récupéré, parce qu'on l'a réinvesti tout de suite. D'accord. Mais voilà, au moins un projet qui commence à être rentable. Donc D'accord. on se dit, allez, on duplique, c'est parti, on fait exactement la même chose à l'autre bout du 16e, dans le nord. Et du coup, lui, il est en charge du studio dans le sud de Paris. Ok. Et moi, je prends le studio dans le nord. Donc ça, c'est un deuxième studio, Secret Training. Secret Training. Ok, Secret, ok. Et donc, du coup, le deuxième, pareil, bon, un démarrage un petit peu poussif, mais qui dure pas très longtemps. Bref, rempli, on explose tout, c'est parti, on se regarde. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On avance, on ouvre le troisième. Et à Troisième qui est dans le 9e. Pour le coup. troisième qui est dans le 9e, ouais. Ok. Et à ce moment-là, une autre belle rencontre aussi dans notre histoire, dans mon histoire, dans ma vie, c'est un investisseur, donc du coup qui était client chez nous, D'accord. qui me dit, écoute, voilà, j'aime beaucoup ta personnalité, ton projet, voilà, est-ce que tu as besoin d'investisseurs? Et là, clairement, je découvre encore un nouveau milieu. Moi, j'arrive au milieu du foot, pas d'études. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un investisseur? Qu'est-ce que c'est qu'une levée de fonds? Voilà, je découvre des codes que j'aurais jamais pensé connaître, quoi. Hmm. Et du coup, j'avance du coup sur une première levée de fonds. Donc, il rentre avec nous dans l'aventure. Donc, du coup, il nous permet d'ouvrir le troisième studio en fonds propres. Donc, aucune dette bancaire. Donc, ça, c'est parfait. Il nous permet Pas aussi- de prêt à la banque, rien du tout. Et dans la foulée, on ouvre aussi notre école. Donc Ok. le projet, c'était ça. Il rentre avec nous dans l'aventure. Il s'appelle Tarek et je lui fais un coucou et je l'en remercie parce que vraiment sans lui, on n'en serait pas là, notamment après Covid. D'accord. Donc ça nous a permis aussi de tenir. Et du coup, donc, on se retrouve avec 3 studios et une école. Et voilà, l'histoire commence vraiment à avancer. Et moi, c'est à ce moment-là où je ne coache plus, je sors des salles et je deviens mon nouveau métier que je me crée, c'est-à-dire responsable du développement de Surface Group maintenant. Oui, Secret Training est devenu Surface parce que tu changes de poste, mais du coup, il y a un virage dans le projet qui est de monter des franchises. Oui, c'est ça. Ça commençait à nous trotter. Peut-être juste avant de parler des franchises, là je comprends quand même que ta reconversion, c'est 1 an de formation. C'est aussi un premier projet entrepreneurial où tu as appris vraiment dans le dur quasi pendant 1 an. Ouais, 2 ans même. Ouais, 2 ans. Dur, 2 ans. Ouais, donc ta reconversion, c'est 3 ans vraiment, vraiment dans le dur, quoi. Vraiment dans le dur. Ouais, là, Ouais, faut le dire, c'était vraiment très très dur. Et en tout début, je te disais que j'avais une qualité, c'était le courage. Et j'ai rien lâché. Clairement, j'ai rien lâché. Et je pense qu'il y en a plus d'un qui aurait abandonné à ce moment-là. Et moi, j'ai fait le dos rond, comme on dit dans le foot. Ouais, qu'est-ce qui... Parce que tu as décrit un peu ton quotidien. Le lundi, tu arrives, tu as les fournisseurs, peut-être les banques aussi de temps en temps qui te passent un petit coup de fil. Ouais, tout le temps. Ok. Qu'est-ce qui te fait tenir à ce moment-là? L'insouciance, l'inconscience, j'aime le dire à chaque fois parce que tous les autres, ils auraient arrêté, c'est sûr. Je me revois encore faire des fermetures où je me prends la tête dans les 2 mains et je me dis, mais c'est pas possible, c'est un calvaire ma vie, c'est un cauchemar. Ouais. C'est le courage, c'est aussi mon tempérament. Je suis aussi un rêveur. J'aime me projeter. Tout à l'heure, on en parlera, mais je te dirai sur quoi je me projette encore. D'accord. En fait, j'ai besoin d'avoir des projets, d'avoir du rêve pour avancer. Le matin, quand je me lève, je fais quelque chose que j'aime, même si c'est dur, même si à l'époque, c'était très dur.
voilà, je fais quelque chose que j'aime et que je maîtrise. J'ai des comptes à rendre à personne et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime. Après, effectivement, j'entends et je comprends aussi que tu fonctionnes aussi pas mal à l'instinct. J'entends par là, je ne sais pas pourquoi tu avais pris la décision d'acheter tout ce matériel, en tout cas, mais c'était un instinct, tu le suis, tu y vas, tu apprends vraiment en marchant, là, pour le coup. Est-ce que ça, pour le coup, tu prends aussi conscience qu'il faut aussi modifier un peu l'approche, peut-être, alors, toujours garder l'aspect instinct, mais peut-être réfléchir peut-être à deux fois avant de te lancer dans un projet ou... Bien sûr, bien Ouais. sûr. Après, aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai appris aussi de mes erreurs. Ça serait bête de ne, Non, non, pardon, vas-y, vas-y. ça serait bête de refaire les mêmes erreurs. Donc, non, non, bien sûr, maintenant, je réfléchis à deux fois avant des investissements. Quand on lance quelque chose, ça a été étudié, réfléchi, mais pas non plus trop. Tu vois, je réfléchis pas 2 ans, moi. Quand Ouais, je ouais. réfléchis, je vais réfléchir une semaine, je vais faire ça 24 heures sur 24. Je vais pas dormir de la nuit, mais par contre, à la fin de la semaine, je vais prendre la décision. Ce sera oui ou ce sera non, mais je vais la prendre, quoi. Et ce qui est fou, parce que, enfin, j'entends, et en même temps, ce qui est assez intéressant dans ce que tu racontes, c'est que il y a beaucoup de rencontres, des rencontres humaines. On sent qu'il y a des gens qui t'ont marqué. Pascal Gassien en a parlé. Hervé Renard, je ne savais pas que tu avais connu Hervé Renard au moment, dans ta carrière de footballeur. Parce que j'imagine, on en parlera aussi, mais il est devenu ambassadeur, hein, je crois, C'est ça, ouais. de Surface. C'est ça. Donc, et en même temps, dans tout ça, tu t'associes. Enfin, je veux dire, pour aussi parler et échanger avec pas mal d'entrepreneurs, parfois l'association, c'est un vrai sujet pour certaines personnes. Toi, pas du tout. Enfin, on a l'impression que c'était une évidence, que voilà, il y a eu une rencontre, pareil, humaine, association sur le premier studio, le deuxième. Ensuite, pareil, un investisseur, ça peut être un vrai sujet dans un projet entrepreneurial. Alors, la façon dont tu le racontes, on a l'impression que ça coule de source, quoi. En fait, oui, il faut que ça coule de source. En fait, l'association, c'est un mariage. Donc, vraiment, hein, demain, ça se passe mal, ça se passe vraiment très mal. Et ça, c'est vraiment aux sensations. C'est avec Arnaud, mon associé, dès le début, je l'ai senti qu'on avait quelque chose à faire, qu'on avait une histoire à écrire ensemble, que en face de moi, j'avais quelqu'un de bien, de sain, d'honnête, qui avait les mêmes ambitions que moi. Il sait aussi que moi, voilà, il peut compter sur moi à n'importe quel moment. Notre investisseur Tarek aussi, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'humain, qui est de bons conseils. En fait, tu sens quand quelque chose va matcher ou pas matcher. Je ne force jamais. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui voulaient justement me proposer voilà, de mettre du cash dans la boîte, de rentrer dans le capital, où tout de suite tu dis, bon, je préfère pas avoir de problème. Donc, je préfère pas aller plus loin. Donc, ça se sent, ça. Tu parlais aussi de figures paternalistes, tu as parlé de Pascal, d'Hervé. Aujourd'hui, qui occupe cette place? Eh ben, aujourd'hui, c'est moi. C'est toi. C'est moi, je suis papa aussi de 2 enfants. Donc non, c'est moi qui occupe cette place. Et aujourd'hui, ça y est, je suis devenu un homme. Aujourd'hui, j'ai plus forcément besoin d'avoir un paternel. Je prends mes décisions tout seul. Quand j'ai besoin à la limite d'avoir un avis au-dessus, c'est avec mon associé ou mes associés. Mais aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Donc 3 studios plus tard, Secret Training devient Surface. Alors non. Non. Ça, c'est un sujet. Je vais pas la faire trop longue, mais ça, c'est une étape aussi très difficile. C'est Secret Training devient Best Training. Ok. Devient Best Training au moment où on a lancé le deuxième studio parce qu'on voulait un nom un petit peu plus punchy, un peu plus commercial. Donc, on crée donc du coup le deuxième, le troisième studio et l'école Best Training. Jusqu'à ce qu'un avocat tape à ma porte pour me dire, Monsieur Robinet, le nom Best Training que vous avez déposé, il existe déjà. Ah, mince. Ah ouais, d'accord. Pareil. Et là, tu te dis, ok. Alors, j'appelle mon avocate qui m'avait aidé à déposer le nom à l'époque. Et là, je me dis qu'il y a un vrai sujet, quoi. C'est que de changer de nom, c'est compliqué. C'est un coût, j'imagine. C'est un coût. Eh C'est ouais. compliqué. J'imagine qu'il y a du marketing. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Donc,
Ça tombe bien parce qu'à ce moment-là où on commence à lancer la franchise, on commençait déjà à se dire qu'on avait envie de rechanger de nom pour avoir quelque chose de beaucoup plus marketing, où on peut faire beaucoup d'images dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Surface, le logo de Surface, c'est une tête de renard. Tu peux faire plein de choses avec une tête de renard. Déjà, ça va avec notre ambassadeur qui est Hervé Renard. Ouais. Mais à la fois, tu peux jouer un petit peu comme les franchises américaines, tu sais, de faire venir une mascotte déguisée en renard. Ok. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait D'accord. sur les ouvertures maintenant. D'accord. Donc, Ouais. tu peux faire plein de choses en fait. D'accord. Donc du coup, voilà. Donc du coup, Best Training devient Surface pour deux raisons. Un, on souhaitait avoir un nom plus commercial. Et deux, voilà, un dépôt de marque qui a été déposé à l'époque, qui a été contesté par une autre boîte, qu'une boîte qui attendait qu'on grandisse pour venir D'accord. nous faire chier. Et c'est pas grave, on n'a même pas été plus loin. On a dit, vous voulez nous faire chier, eh ben, faites-vous chier tout seul de votre côté. Nous, on change de nom et on avance. Donc Ok. voilà. Excellent. Et donc là, tu démarres le réseau de franchises, vous devenez Surface. Donc finalement, là, mais c'est marrant la façon dont on parle, on sent une évolution chez toi. C'est-à-dire que c'est assez hallucinant. Tu apprends dans le dur, mais manifestement, tu apprends très vite. Et c'est vrai que ta posture change et on sent qu'à ce moment-là, enfin, je sais pas, tu vas nous en parler, l'impression que tu es beaucoup plus en paix avec toi pour démarrer cette étape, cette prochaine étape des franchises. Ouais, et pourtant, c'est une sacrée étape. Vraiment, je pensais pas autant. Mais la franchise, c'est un milieu qui est très, très encadré. C'est D'accord. un milieu très juridique. Tu prêtes ton nom, tu donnes ton savoir-faire à des franchisés. Et ça méritait vraiment d'être accompagné aussi là-dessus. Mhm. Parce que quand tu crées une franchise, il faut créer ce qu'on appelle déjà un DIP, un document d'information précontractuelle, Mhm. de créer les contrats de franchise, de se poser, de se dire qu'est-ce qui est important et pas important pour nous, de créer aussi ce qu'on appelle le manuel opératoire. Le manuel opératoire, je te le résume, c'est comme chez McDo. McDo, quand ils font un hamburger, il y a 2 cornichons dans le burger, il n'y en a Mhm. pas 3. D'accord. Et ben nous, c'était la même chose. Il a fallu se poser et dire qu'est-ce qu'on veut imposer, qu'est-ce qu'on veut mettre. Donc, mais ça, c'est arrivé dans un second temps. Comment on est arrivé dans la franchise, ça nous trottait un petit peu dans la tête, mais D'accord. on n'avait pas eu l'opportunité. Jusqu'au jour où 2 potes à moi qui viennent me voir et qui me disent Steph, on a envie de faire comme toi. Je leur dis bah, ok, super, allez-y, bah, ouvrez votre salle, je vous aiderai, je vous donnerai des petits conseils. Mhm. Non, on a envie de faire comme toi. Ils commencent ça comme moi, le même nom et tout. Ils me disent ouais, on veut faire comme toi. Je dis ok, bah ouais, enfin, je suis pas préparé quoi. Ouais. Ils disent nous, on a envie de le faire maintenant. Je fais bon, ok, d'accord. Donc je me renseigne un petit peu. Je vois les coûts pour développer tous ces documents-là de la franchise. Voilà, je prends rendez-vous avec un avocat. Voilà, clairement, j'en ai pour 25-30 000 euros. Je fais Waouh. waouh, Ok. ok, c'est quand même un investissement quoi. Ouais. Donc c'est pareil, j'avance. Je me dis allez, c'est parti. Enfin, on les met, on les avait peut-être tout juste, tu vois. Donc, Ouais. mais je me dis allez, c'est parti. Bah, je sais que le premier franchisé, il rapportera pas d'argent, il paiera juste les frais engrangés quoi. Donc on lance le premier franchisé et la chance qu'on a, c'est que très vite, on a un deuxième qui tape à la porte. Profil super intéressant, ancien joueur de foot, en reconversion, qui veut passer le diplôme que j'ai passé BPGEPS et qui D'accord. souhaite ouvrir un studio de coaching après Surface. Donc super profil pour la deuxième ouverture. Et vrai test, c'est que le deuxième, c'était le premier qui sortait de Paris. D'accord. Donc ouverture pour Toulon, où là tu te dis, wow, ok. Ouais. Là on sort de Paris, est-ce que ça va marcher? Le concept va marcher en dehors de Paris? Et du coup, un super profil, il ouvre un carton. Génial. Franchement, un carton. Dès la première année, il est méga rentable. Il a eu Génial. un retour sur investissement à 100%. Enfin, voilà, franchement magnifique quoi. Ouais, le succès, quoi. Le succès. Et là, bah, du coup, tu as un troisième, tu as un quatrième, tu as un cinquième. Et voilà. Et puis là, bah, tu commences à avoir plus de budget, tu commences à communiquer un peu différemment sur beaucoup de SEO, beaucoup d'annuaires spécialisés de la franchise, des salons de la franchise. Mhm. Et aussi beaucoup de réseaux perso. Donc, et là, bah, tu sens que ça commence à prendre et arriver. Aujourd'hui, voilà, on va bientôt être un peu plus de 10 dans le réseau. Et voilà, c'est une belle aventure. L'école de formation, du coup, c'est justement des futurs franchisés. Enfin, c'est l'objectif.
Eh ben oui, bien sûr. J'imagine. L'idée en fait de l'école, c'était d'ouvrir pour nous, les élèves, pouvoir les former dans nos salles sur Paris. D'accord. Les meilleurs éléments, de les garder après en poste pour des directions de salle ou simplement coach en salle. D'accord. Et les encore meilleurs, de les emmener jusqu'à la franchise d'ouverture. Et c'est d'ailleurs le cas parce que Nice, c'est un élève de notre école qui a ouvert à Nice. Donc vraiment un très très beau profil. Là, il est à 6 mois d'ouverture, ça se passe super bien. Donc, Cette idée de créer une école, c'était... alors, j'entends pour créer finalement des futurs franchisés. Et puis j'imagine aussi, tu travailles une espèce d'approche aussi, une espèce de marque de fabrique, j'imagine, dans la discipline. Mais est-ce que c'était aussi dû peut-être à un phénomène une difficulté peut-être à trouver des profils pour des futurs franchisés? bah déjà, oui, ça c'est bien vu. C'est qu'aujourd'hui, nous, on n'a aucun problème de recrutement. Ok. C'est-à-dire que demain, on a un collaborateur qui souhaite arrêter, qui démissionne ou autre. Ouais, t'en as 15 qui attendent à l'école pour prendre ta place. D'accord. Donc ça, c'est vrai que ça c'est un gros plus. Après, ce qui nous a motivé aussi avec notre associé, c'est on voulait mettre un petit peu notre touche sur la formation des coachs. C'est qu'on avait l'impression que les coachs étaient un petit peu déconnectés du terrain. En fait, on avait l'impression qu'il y en avait beaucoup qui voulaient faire ce métier-là parce qu'ils se voyaient coach de star à Dubaï ou à Miami à gagner 15-20 000 euros par mois. Mais en fait, on a eu envie de leur dire « Non, les gars, le métier, c'est pas ça. Nous, on vend pas du rêve. Ce que vous suivez sur les réseaux sociaux, c'est du rêve, c'est du vent. C'est pas ça la réalité. » Et on a voulu, du coup, voilà, leur montrer qu'est-ce que c'était que le métier. Le métier, c'est tu coaches pas que des stars, c'est tu coaches aussi des personnes lambda qui découvrent le sport, qui sont pas motivées, qui arrivent, qui te font la gueule. Enfin, voilà, tu vois, c'est le concret du métier, c'est celui-là. D'accord. Et de gagner 15-20 000 euros, enfin, c'est un rêve, quoi. À un moment donné, il faut se réveiller. On n'a pas fait médecine, les gars. On a passé un diplôme qui est un BPGEPS. Ouais. C'est bien, mais on n'est pas des médecins. On n'a rien inventé. Donc, voilà, de les resituer aussi dans les rémunérations, de savoir un petit peu ce qu'ils pouvaient faire avec ce diplôme. Voilà, c'était important pour nous. Ouais, c'est intéressant. Tu les projettes quand même aussi d'un point de vue entrepreneur. Tu les éduques en fait. Oui, mais moi sportivement et professionnellement. Je demande que ça soit les élèves de notre école ou même les salariés actuels du groupe, c'est de les emmener dans un vrai projet collectif, de leur proposer, peut-être qu'un salarié peut évoluer en devenant son propre franchisé. Ouais. Donc après, condition qu'ils le veuillent. Ça, après, on peut pas pousser pour eux. Et du coup, les projections, c'est quoi les prochaines étapes pour Surface ? Les prochaines étapes, ça va être de vite arriver à 25 franchisés. Okay. Pour nous, c'est une première étape qui sera importante. Déjà, aujourd'hui, on est le seul réseau en franchise sur des studios de coaching avec des coachs sportifs. Pour l'instant, on est les seuls. Okay. Donc, on a de l'avance. Tous les autres qui ouvrent, c'est des indépendants. Donc voilà, donc le but, c'est 25. Et clairement, sur 4-5 ans, c'est d'aller chercher une centaine de franchises en France et à l'international. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi je dis à l'international, c'est qu'aujourd'hui, je suis en première négociation avec des candidats qui souhaitent ouvrir au Maroc, en Suisse et au Luxembourg. D'accord. Donc, je pense que le concept peut voyager, peut dépasser les frontières, et je pense qu'on aura une ouverture prochainement en dehors de la France. Ouais. Quel conseil t'aurais pour terminer cette interview à une personne justement qui souhaiterait se lancer dans une aventure entrepreneuriale ? Le meilleur conseil, c'est ma qualité, c'est le courage. C'est d'être courageux, d'arrêter de se dire que tout est impossible. On vit, c'est vrai, dans un pays où il y a beaucoup de papiers à faire dans tous les sens. On a l'impression que créer une boîte, c'est la fin du monde. Non, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de croire en son projet. Ça, déjà, c'est la base. Et deuxièmement, c'est d'être courageux. Voilà, le reste, les études ou autres, c'est bien. Il faut des diplômes. Moi, je dis à mes enfants, il faut qu'ils fassent des études. Mais on peut s'en sortir sans rien, sans aucun diplôme, juste si on est courageux. Merci beaucoup, Steph. Merci à toi. Merci pour ce beau moment de partage. J'ai moi-même, je t'ai à la fois redécouvert et j'ai découvert beaucoup de choses. Je te remercie. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes.
Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.